Bonjour mes élèves, je suis Mohamed Qbel Ouannes, professeur de sciences physiques. Je vous rappelle que la dernière fois, on a commencé le cours des ondes mécaniques progressives. Dans cette séance, on va commencer notre séance par une introduction, ou bien nous avons commencé, si vous voulez, par un petit rappel sur ce que nous avons fait la dernière fois. Maintenant, par la suite, on va achever notre cours et finalement, on va passer à quelques applications. Donc, le plan de notre exposé était le suivant. On a commencé par une introduction. On a défini les ondes mécaniques progressives. On a étudié le cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive le long d'une corde. Et enfin, on a commencé le cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive à la surface d'un liquide. Et on a étudié le cas des ondes circulaires. Aujourd'hui, on va passer au cas des ondes rectilignes. Ensuite, on va étudier le cas des ondes mécaniques sinusoïdales progressives à 3 dimensions, ondes sonores. Donc, notre introduction était un premier exemple, propagation d'un tsunami. Un deuxième exemple, corde d'une guitare. Et on a posé la question suivante. Comment peut-on expliquer ces phénomènes physiques? Donc, ensuite, on a passé à quelques définitions. Milieu élastique. Allons-y, vous allez m'aider maintenant. Un milieu élastique est un milieu qui reprend de lui-même, très bien, sa forme initiale après avoir subi une déformation brève. On a pris comme exemple, lorsqu'on déforme un ressort, il reprend sa forme initiale. Le ressort est un milieu élastique. Maintenant, le milieu élastique de propagation peut être, très bien, unidimensionnel, cas d'une corde ou d'un ressort. Très bien, bidimensionnel, le cas de la surface d'un liquide, ou, voilà, tridimensionnel, à 3 dimensions, c'est-à-dire le cas de l'air. Donc, puis on a défini un ébranlement. On a pris 3 exemples. Le premier cas d'une goutte d'eau. Le deuxième cas d'une corde tendue. Le troisième cas d'un ressort. Allez-y, c'est quoi donc un ébranlement? Est une déformation de courte durée imposée localement à un milieu élastique. On a vu qu'il existe 2 types d'ébranlement. Lorsque la direction de l'ébranlement est perpendiculaire à la direction de propagation, allez-y, l'ébranlement est dit, très bien, transversal. Deuxième cas, lorsque la direction de l'ébranlement est la même que la direction de propagation, on dit, très bien, longitudinal. Donc, l'ébranlement est dit transversal si sa direction est perpendiculaire à la direction de propagation. Maintenant, l'ébranlement est dit, allez-y, très bien, longitudinal si sa direction et celle de la propagation sont les mêmes. Donc, on a défini aussi la célérité de propagation d'un ébranlement. Vous allez me dire quelle est la célérité de propagation d'un ébranlement. Allez-y. Très bien, c'est la vitesse de propagation de l'ébranlement, notée par C ou V. L'unité, bien sûr, c'est le mètre seconde moins 1, et donnée par la relation C égale à delta X sur delta T.
Bien sûr, delta x représente la distance parcourue par l'ébranlement et delta t la durée du parcours. Donc, comme remarque, la célérité est une constante dans un même milieu homogène. Bien sûr, la célérité ne dépend pas de l'amplitude de l'ébranlement, mais elle dépend de la nature du milieu de propagation et de ses propriétés. On a vu quelques exemples dans la séance précédente. Le principe de propagation d'un ébranlement, qu'est-ce qu'il nous dit? La propagation d'un ébranlement est due à une transmission de, allons-y, très bien, de l'énergie d'un point à un autre du milieu de propagation sans transport de, très bien, sans transport de la matière. Maintenant, au cours de la propagation d'un ébranlement d'un milieu élastique, tout point M de ce milieu, oui, voilà, reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard de temps θ, avec θ égale x sur c, où θ représente le temps mis par l'ébranlement pour parcourir la distance SM égale x, c'est-à-dire la distance entre la source et le point M considéré. Le principe de propagation s'écrit ym de t égale ys de t moins θ, ou bien aussi ys de t égale ym de t plus θ. Propagation d'une onde sinusoïdale entretenue. Onde, comment on a défini une onde la dernière fois? Une onde est le phénomène résultant de la, très bien, de la propagation d'une, voilà, d'une succession d'ébranlements dans un milieu donné. Notez bien, l'onde se propage à la célérité des ébranlements. Donc, on a montré la dernière fois que la célérité de l'ébranlement, ou bien la vitesse, c'est la même chose que la célérité de l'onde. Maintenant, onde progressive, c'est quoi une onde progressive? Donc, toute onde se propageant dans un milieu ouvert est progressive. Donc, on a expliqué, lorsque le milieu de propagation est supposé infini ou bien illimité, dans ce cas, l'onde est dite progressive. Onde mécanique. Maintenant, une onde est dite mécanique si le milieu propagateur est un milieu, très bien, c'est un milieu matériel. Donc, la corde, c'est de la matière, le ressort, c'est de la matière, l'air, c'est de la matière, l'eau, c'est de la matière. Donc, cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive le long d'une corde élastique tendue, on a vu notre dispositif est le suivant. Bien sûr, constitué d'un vibreur qui impose à l'extrémité O d'une corde une onde mécanique sinusoïdale transversale. À l'autre extrémité A, la corde passe sur la gorge d'une poulie fixe sur laquelle est mise une pelote de coton afin d'éviter les réflexions possibles, pour supposer que l'onde progresse sans retour. Donc, pour supposer donc l'onde est progressive. Donc, à la lumière ordinaire, on a vu apparition de la corde sous forme d'une bandelette floue de largeur 2A, où A représente l'amplitude de l'onde. En éclairage stroboscopique, pour TE égale à P fois T, je vous rappelle avec TE, c'est la période des éclairs du stroboscope, c'est-à-dire, et T, la période de vibration. Donc, pour TE égale à P fois T avec P appartenant à une étoile, la corde paraît sous forme d'une sinusoïde immobile. Maintenant, pour TE légèrement supérieur à P fois T, donc PNE légèrement inférieur à N, on a dit puisque T et N sont inversement proportionnels, la corde paraît sous forme d'une sinusoïde qui avance lentement dans le sens réel de propagation de l'onde. Finalement, pour TE légèrement inférieur à P fois T, donc PNE légèrement supérieur à N, la corde paraît sous forme d'une onde sinusoïdale qui avance lentement dans le sens inverse au sens réel de propagation. Donc, on a défini une double périodicité pour une onde.
Donc, une onde est caractérisée donc par une double périodicité, une période spatiale ou longueur d'onde lambda qu'on détermine à partir du sinusoïde d'espace ou l'aspect de la corde qu'on a défini comme étant, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t. Et une période temporelle t qu'on détermine à partir de la courbe traduisant l'équation horaire du mouvement du point considéré. Donc, on a défini comme étant très bien, c'est la durée pendant laquelle un point a reproduit le même mouvement. On a dit aussi qu'on peut définir la période temporelle t comme étant la durée pendant laquelle l'onde a parcouru une période spatiale lambda. Donc, ces deux périodes sont reliées par la relation suivante. Donc, lambda égale c fois t égale c sur n. Vous connaissez maintenant la période spatiale, la période temporelle, la célérité et la fréquence n en Hertz. Donc, cette relation est valable pour une période spatiale et temporelle. Maintenant, pour une distance quelconque, on remplace lambda par x ou bien xf et t par petit t ou θ pour parler du retard. Donc, on aura pour une distance quelconque, x égale à c fois t égale à c fois θ. Maintenant, faisons le rapport entre ces deux relations. On aura x sur lambda, simplifiant par c, égale θ sur t. D'accord? Donc, avec x sur lambda égale θ sur t égale à une constante. Donc, puisque le vibreur impose à l'extrémité de la corde une onde mécanique sinusoïdale, la source est animée d'un mouvement sinusoïdal dont l'élongation s'écrit. C'est une fonction, bien sûr, sinusoïdale. Ys de t égale a sinus oméga t plus phi s, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Voilà, on a dit supérieur ou égal à 0, puisque la source S débute son mouvement à t égale à 0. Maintenant, Ys, c'est l'élongation de la source. A, c'est l'amplitude. Oméga, c'est la pulsation. Phi s, c'est la phase initiale de la source. Avec oméga t plus phi s, c'est la phase à l'instant t quelconque. Bien sûr, on a oméga 2πn égale 2π sur t. Vous connaissez les unités. Avec, bien sûr, Ys et l'équation de la sinusoïde de temps du point source S. On a vu qu'il y a deux cas, ou bien deux possibilités. Si la source S débute son mouvement à partir de la position d'équilibre et dans le sens positif, on a les deux conditions. Ys de t égale à 0 et dérivée de Ys de t à t égale à 0 est positif. Ces deux conditions nous donnent, si vous voulez, phi s égale à 0. Donc, l'équation de la source s'écrit a sinus oméga t plus 0, bien sûr, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Maintenant, cette équation se traduit par la courbe suivante. Vous voyez, à t égale à 0, débute le mouvement par 0 et dans le sens croissant puisque phi s égale à 0. Le deuxième cas, si la source S débute son mouvement à partir de sa position d'équilibre et dans le sens négatif, on aura la condition Ys de t égale à 0 toujours égale à 0, mais dérivée de Ys par rapport au temps à t égale à 0 est négatif. Dans ce cas, on va avoir phi s égale à pi radian. L'équation de la source s'écrit alors Ys de t égale a sinus oméga t plus pi, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Donc, cette équation se traduit par la courbe. Vous voyez qu'à t égale à 0 débute par 0 et se déplace dans le sens décroissant. Maintenant, le principe de propagation. Donc, le principe de propagation s'écrit alors Ym de t égale Ys de t moins θ, avec θ égale x sur v, puisque le point M reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard de temps θ. Donc, pour écrire l'équation horaire du point M, il suffit d'écrire l'équation horaire de la source et remplacer t par t moins θ. Avec, on a Ys
égale A sinus oméga t plus phi s, remplaçant t par θ pour obtenir l'équation horaire de notre point M. Donc, Ym de t, A sinus oméga t moins θ plus phi s. Bien sûr, en développant ces deux termes, avec oméga, c'est 2pi sur t, on aura l'expression. Toujours, on a noté tout à l'heure le rapport. Lambda v fois t, xv fois θ, le rapport 2 en 1 nous donne x lambda égale θ sur t. Donc, je peux remplacer ce retard θ sur t par x sur lambda. On aura alors l'expression suivante. Ym de t égale a sinus 2pi t sur t moins 2πx sur lambda plus phi s, tel que ce terme moins 2πx sur lambda plus phi s représente la phase initiale du point M. Donc, phi m égale moins 2πx sur lambda plus phi s, avec x représente l'abscisse du point M considéré. Donc, l'équation horaire du point M s'écrit alors A sinus oméga t plus phi m, quel que soit t supérieur ou égal à θ, et Ym de t égale à 0 pour t inférieur à θ. Donc, faites attention, ce n'est pas comme la source, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Donc, puisque le point M débute son mouvement après un retard de temps θ. Et pour t inférieur à θ, le point M est encore au repos. Donc, représentation maintenant du diagramme du mouvement d'un point, par exemple M2 d'abscisse x2 égale 1,5 lambda. Donc, le principe d'équation, de propagation s'écrit dans l'équation généralisée en fonction de x et t, A sinus 2πt sur t moins 2πx sur lambda plus phi s. Pour nous, on va représenter le diagramme du mouvement. Le diagramme du mouvement, c'est y en fonction du temps. Donc, on va laisser t variable et on va remplacer x par x2, dans notre cas, égale 1,5 lambda, par exemple. Donc, on aura Ym2 de t égale A sinus 2πt sur t moins 2πx2 sur lambda plus phi s. Donc, comme exemple, on a pris dans la dernière fois, ys de t égale 3, 10 moins 3, sinus 200πt pour t supérieur ou égal à 0, avec bien sûr les unités, ys en mètres et t en secondes. Donc, l'équation du point M2 s'écrit dans ces conditions. Ym2 de t égale 3, 10 moins 3, sinus 200πt plus pi, quel que soit t supérieur ou égal à θ, qui est égal à 1,5 t, avec Ym de t, bien sûr, est nul pour t inférieur à θ. Donc, les unités, toujours Ym2 en mètres et t en secondes. Donc, la sinusoïde de temps du point M2 se représente alors, avec bien sûr l'amplitude A, 3, 10 moins 3, θ 1,5 t, on a calculé la dernière fois la période temporelle t, on aura la courbe suivante. Donc, cette courbe représente le sinusoïde du temps, Ym2 en fonction du temps. Tel qu'on a le retard de temps θ, on a en fonction du temps, c'est-à-dire cet intervalle représente la période temporelle t. Donc, faites attention là. Pour t égale à θ, on a notre courbe débute dans le sens croissant, puisque phi s égale à 0. D'après le principe de propagation, le point M2 reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard. Or, phi s égale à 0. Donc, égale à 0. Donc, la source va dupliquer son mouvement dans le sens croissant à t égale à 0. De même pour le point M2. Il ne faut pas confondre avec phi M2. Nous, phi M2 égale à pi. Donc, pour vérifier, et juste une vérification que phi M2 égale à pi, on suppose que notre courbe débute à t égale à 0. Donc, vous voyez à t égale à 0, la courbe débute dans le sens décroissant, d'où phi M2 égale à pi radian. Donc, comme conclusion, on a vu les sinusoïdes de temps ou les lois horaires sont les courbes y en fonction du temps. Pour t inférieur à θ, on a des fonctions
nul. Pour t supérieur à θ, des fonctions sinusoïdales comme la source S. Dans notre cas, on a pris phi S égale à 0, donc tous les points débutent leur mouvement dans le sens croissant. Maintenant, la représentation de l'aspect de la corde à l'instant T2, par exemple 2,5 T, on a toujours le rapport. Avec T2, 2,5 T, simplifions par T, on trouve ce rapport égal 2,5. D'où XF égale 2,5 lambda. Maintenant, l'aspect de la corde, on revient à notre équation générale en fonction de X et T. Nous, maintenant, on cherche l'aspect de la corde. L'aspect de la corde, c'est Y en fonction de X. Dans ce cas, on va laisser X variable et on va remplacer T par T2. On aura alors Y en fonction de X à l'instant T2, A sinus 2pi T2 sur T moins 2pi X sur lambda plus phi S. Donc, on a l'équation finale que, toujours, je vous rappelle, c'est une révision de la dernière séance. Donc, vous pouvez revenir à la dernière séance. Donc, Y en fonction de X à l'instant T2, A sinus pi moins 2pi X sur lambda. Pour X inférieur à XF, 2,5 lambda est égal à 0 pour X entre XF et L, avec L la longueur de la corde. Puisque pour X supérieur à XF, les points de la corde sont encore au repos. Donc, faisons, si vous voulez, un petit tableau de valeurs. Représentant ces points, l'aspect de la corde est le suivant. Donc, l'aspect, c'est Y en fonction de X. On a l'amplitude, on a XF. Donc, on a notre front d'onde et XF égale à 2,5 lambda. Bien sûr, cet intervalle correspond à une période, dans ce cas spatiale, lambda. Donc, comme conclusion, pour les sinusoïdes d'espace, sont les courbes Y en fonction de X. Donc, pour X inférieur à XF, on a une fonction sinusoïdale. Pour X supérieur à XF, on a des fonctions nulles. On vérifie bien maintenant la partie la plus avancée de l'onde ne change pas de forme. Donc, dans notre cas, par exemple, le front d'onde est précédé par une crête, donc phi S égale à 0. La même chose pour les autres sinusoïdes d'espace. Donc, point de la corde vibrant en concordance ou bien en phase, concordance de phase ou bien en phase par rapport à la source S, on a YS égale YM. Après tout calcul fait, on a XK égale K lambda avec K appartenant à une étoile. Bien sûr, XK entre 0 et XF. Donc, XK représente bien sûr les abscisses des points M de la corde vibrant en phase par rapport à la source S. Donc, pour les points vibrants en opposition de phase, on a obtenu YS égale moins YM, d'où XK égale K plus 1 demi lambda avec K appartenant à N étoile. Maintenant, ces points, bien sûr, représentent les abscisses de points M de la corde vibrant en opposition de phase par rapport à la source S. Pour les points vibrants en quadrature retard de phase, donc on a obtenu l'expression finale XK K plus 1 quart lambda, K appartenant à N. Et pour les points vibrants en quadrature avance de phase par rapport à la source S, on aura X K égale K moins 1 quart lambda. Maintenant, cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive à la surface d'un liquide. Donc, on a le dispositif le suivant. Donc, on a une cuve à onde, un vibreur, une lumière stroboscopique, nappe d'eau, miroir plan. Donc, une fourchette donc, à pointe communique en un point source O ou bien S à la surface libre d'eau des vibrations. On observe alors, donc à notre source S ou O, qu'est-ce qu'on va observer? Une onde transversale
et circulaire formée par des rides circulaires qui se propagent à partir de la source dans toutes les directions. Voilà donc des rides circulaires. Donc, en s'éloignant de la source, l'amplitude de l'onde diminue à cause du phénomène de dilution de l'énergie. À la lumière ordinaire, donc on observe des rides circulaires concentriques en O ou S qui se propagent à la surface libre d'eau dans toutes les directions. Donc, les rides circulaires sont des vaguelettes qui sont constituées par des crêtes et des creux. Donc, on a vu que cette figure représente à un instant de date t une coupe de cette surface d'eau par un plan passant par la source S. Donc, cette coupe présente une symétrie par rapport à la source S. Donc, on a vu aussi qu'on peut constater que la distance séparant les milieux de deux crêtes ou deux creux consécutives correspond à la distance entre deux rides circulaires de même nature, qui est bien sûr la longueur d'onde ou la période spatiale lambda. Bien sûr, la lumière stroboscopique. Donc, à la lumière stroboscopique, qu'est-ce qu'on observe pour TE égale à P fois T? On observe une immobilité apparente des rides circulaires centrées en haut qui sont régulièrement espacées de la longueur d'onde lambda. On a vu aussi la dernière fois que tous les points de la surface d'eau appartenant à une même ride circulaire ont le même état vibratoire. Ils vibrent en phase et avec la même amplitude. Pour TE légèrement supérieur à P fois T, bien sûr, un mouvement apparent ralenti des rides circulaires dans le sens réel de propagation. Et pour TE légèrement inférieur à P fois T, on observe un mouvement apparent ralenti des rides circulaires et dans le sens inverse au sens réel de propagation. Donc, on va maintenant passer aux ondes rectilignes. Donc, on va voir notre expérience. Le dispositif vu en classe qui permet d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau s'appelle une cuve à ondes. Cette cuve à ondes présente en hauteur une source de lumière qui peut se transformer en un stroboscope, c'est-à-dire une source de flash lumineux dont on peut régler la fréquence. Cette lumière est envoyée vers la surface de la cuve, surface sur laquelle on a déposé un certain volume d'eau, ce qui correspond à une certaine épaisseur d'eau. Un pulseur d'air envoie régulièrement de l'air, créant ainsi une onde transversale qui se propage à la surface de cette eau. On peut également régler la fréquence de l'air pulsé. Au fond de la cuve, un miroir incliné d'un angle de 45 degrés renvoie la lumière qui a traversé cette épaisseur d'eau vers un écran dépoli, vertical, qui nous permet ainsi de visualiser une succession de franges claires et de franges sombres qui correspondent respectivement à un creux et à un sommet de la vague qui se propage périodiquement. Donc, on remplace la pointe de la lame vibrante par une réglette. Donc, notre lame vibrante, on va la remplacer par une réglette. La réglette munie d'un vibreur peut produire à la surface libre de la nappe d'eau une onde rectiligne sinusoïdale. Donc, vous voyez les rides rectilignes. Donc, on a des rides rectilignes, telles que la distance entre deux rides rectilignes successives et de même nature, c'est la longueur d'onde lambda. À la lumière ordinaire, on observe des rides rectilignes qui progressent à partir de la règle ou bien la réglette et selon une seule direction. Notez bien, c'est une onde rectiligne sinusoïdale transversale constituée par des crêtes qui sont séparées par des creux. Bien sûr, voilà une crête et un creux. Donc transversale puisque la direction
de l'ébranlement est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, à la lumière stroboscopique, donc pour TE égale P fois T, on observe des rides rectilignes, immobiles et équidistantes d'une longueur d'onde lambda. Donc, c'est la distance entre le milieu de deux franges sombres ou brillantes, successives et de même nature. Donc, vous voyez la distance entre le milieu de deux franges brillantes ou bien deux franges sombres et la longueur d'onde lambda. Donc, l'amplitude des ondes qui progressent à la surface d'eau décroît en s'éloignant de la source à cause du phénomène de l'amortissement. Passons maintenant au cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive à 3 dimensions. Onde sonore. Donc, le haut-parleur excite les molécules d'air en son voisinage. Ces molécules vont exciter la flamme de la bougie. La flamme bouge. Donc, lorsqu'on élimine l'air de la cloche à vide, le son disparaît. Le son est une onde mécanique. Elle ne se propage pas dans l'air. Donc, un milieu matériel. Elle se propage dans l'air, c'est un milieu matériel. Par contre, elle ne se propage pas dans le vide. Donc, je répète une autre fois. Donc, on a dit que lorsqu'on élimine l'air de la cloche à vide, le son disparaît. Le son est une onde mécanique. Elle se propage dans l'air, qui est un milieu élastique. Par contre, elle ne se propage pas dans le vide. Un son. Donc, vous voyez que la direction de l'ébranlement est la même chose que la direction de propagation. Bien sûr, on a choisi une seule direction, mais le son se propage dans toutes les directions. Donc, le son est une onde qui est due à la perturbation des molécules de l'air dans une région de l'espace. Ces molécules vibrent en formant des zones de compression et des zones de dilatation. Donc, vous voyez des zones de compression et des zones de dilatation. Donc, deux zones successives et de même nature sont distantes d'une longueur d'onde lambda. Donc, vous voyez, on a le milieu de deux zones successives et de même nature. C'est la longueur d'onde lambda. C'est la même chose. Deux zones de compression successives et de même nature. On a la distance qui correspond à la longueur d'onde lambda. Maintenant, on a la direction de déformation est la même que la direction de propagation. Donc, le son est une onde mécanique longitudinale, appelée onde sonore ou onde acoustique. On dit que le son est de nature vibratoire. Donc, on peut mesurer la célérité du son dans l'air.
Donc, on considère le dispositif suivant, constitué par un GBF qui impose une tension sinusoïdale à un haut-parleur. Le haut-parleur joue le rôle de l'émetteur, il va émettre l'onde sonore. On a deux récepteurs qui sont un microphone 1 et un microphone 2 qui sont connectés à un oscilloscope. Soit le microphone en rouge correspond à l'oscillogramme en rouge, le microphone en bleu qui correspond à notre oscillogramme en bleu. Choisissons par exemple la distance D entre les deux microphones égale 7,1 cm. On a la longueur d'onde lambda, c'est 10, 20, 30, c'est à peu près 34 cm. La célérité V, c'est quoi? C'est la distance sur la durée. Maintenant, la durée, on va déterminer à partir de décalage horaire. On a les périodes 5 divisions, 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque division, c'est 0,2 millisecondes. D'accord? Donc 5 fois 0,2, donc la période, c'est 1 milliseconde. La même chose pour le deuxième oscillogramme. On a 5 divisions aussi. Le décalage horaire qu'on peut noter par taux, c'est une seule division, c'est-à-dire 0,2 millisecondes. Donc, on a, dans ce cas, la distance D, c'est à peu près 0,2 lambda, 0,21 lambda, et le décalage horaire taux, c'est 0,21 T. Maintenant, la célérité, c'est la distance sur la durée, 0,21 lambda sur 0,21 T. Donc, il reste la célérité V, c'est lambda sur T. Avec lambda, 34 cm, c'est 0,34 mètres. T, 1 milliseconde, c'est 10 à la puissance moins 3 secondes, d'où on trouve la célérité V égale 340 mètres secondes moins 1. C'est la célérité ou bien la vitesse de propagation du son dans l'air. Donc voilà, avec ce dispositif, si vous voulez, on peut mesurer la vitesse du son dans l'air. Comme une remarque, normalement, pour avoir des valeurs précises, les deux microphones et le haut-parleur doivent être sur la même droite, c'est-à-dire le haut-parleur et les deux microphones sur la même droite. Vous voyez que c'est une animation juste pour vous expliquer le phénomène physique. Maintenant, avec cette expérience, on peut déterminer la célérité V de propagation du son dans l'air par la relation la distance V fois delta T. Donc, la vitesse ou bien la célérité, c'est D sur delta T. Avec delta T, on a noté par taux. Donc, D égale 0,2 lambda. Taux égale 0,2 T. En simplifiant par 0,2, il reste lambda sur T, donc 0,34 sur 10 moins 3, c'est 340 mètres secondes moins 1. Maintenant, revenons à notre animation. Regardez, en s'éloignant de la source, qu'est-ce qu'on peut constater sur l'amplitude? Donc, vous voyez, en s'éloignant de la source, l'amplitude de l'onde diminue, c'est à cause de phénomènes de dilution d'énergie. Maintenant, regardez ici, je vais prendre un cas particulier où la distance D entre les deux microphones égale à la longueur d'onde lambda. Donc, vous voyez, lorsque la distance T entre les deux microphones égale la longueur d'onde lambda, je peux constater que les deux oscillogrammes sont en phase. Maintenant, on va choisir la distance D de lambda. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater, si vous voulez, lorsque la distance D égale à 2 lambda? Les deux oscillogrammes sont en phase aussi pour la deuxième fois, bien sûr, avec une diminution de l'amplitude puisqu'on s'éloigne
plus de la source. Maintenant, si je vais choisir la distance D entre les deux microphones, lambda sur 2. Qu'est-ce qu'on peut constater, si vous voulez? Que les deux oscillogrammes sont en opposition de phase. Voilà. Maintenant, si je vais choisir la distance D, lambda après lambda sur 4, je peux constater que les deux oscillogrammes sont en quadrature de phase. هذه ما باش تسكر بلا لحظة. صديقي تاع الانفورماتيك، صديقي تاع الانفورماتيك، هذه اخر انيماسيون ما عادش تقلقوا هكا، سكرونا هذه وبعد نكملوا. هكا اخر مره نجيبك في اخر انيماسيون، سامحني. سكرها تو هذه برك. سماح مش من كنتي يا باشا، مش من كنتي. سماح هكا هو. عايش خويا هكا هو سي. عملت هكا هو سامح. تقعد نازل. اي قعدت نازل ما تعبت هكا هي جربنا الله غالب. تقعد نازل وين تطلع كالدوره. اي باهي. باهي خليني نفهم روحي وين. دقيقه بربي. دقيقه برك. دونك نورمالمون انيماسيون هذه عملتها، الانيماسيون هذه اخر انيماسيون هذه عملتها، فوالا. دونك وقت اللي تقولوا لي دونك نورمالمون واش نبداو؟ لن voilà donc lorsqu'on choisit la distance D entre les deux microphones lambda sur 2, les deux oscillogrammes sont en opposition de phase. Lorsque je choisis la distance D égale lambda, on observe les deux oscillogrammes en phase. La distance D, c'est lambda sur 4 en quadrature de phase. La distance D égale 2 lambda en phase pour la deuxième fois. Donc, lorsque Y1 et Y2, voies 1 et 2 sont ensemble, alors on a les deux oscillogrammes 1 et 2. Donc, l'oscillogramme 1 traduit la vibration reçue par le microphone 1. L'oscillogramme 2 traduit la vibration reçue par le microphone 2. Donc, les deux oscillogrammes sont sinusoïdales et de même fréquence n. Lorsqu'on éloigne le microphone 2 par rapport au microphone 1, suivant une même direction, l'oscillogramme 2 garde la même fréquence, mais son amplitude diminue et le décalage horaire delta t, qu'on a noté par tau, par rapport à l'oscillogramme 1 varie. Donc, en s'éloignant de la source, on a montré que l'onde s'atténue à cause du phénomène de dilution de l'énergie. Maintenant, le haut-parleur, alors, il joue le rôle de l'émetteur de l'onde sonore et les deux microphones jouent le rôle des récepteurs. Lorsqu'on déplace le microphone 1 autour du haut-parleur dans toutes les directions le long d'une même sphère, l'oscillogramme 1 garde la même fréquence et la même amplitude. Donc, le son est une onde à 3 dimensions. Donc, vous voyez, lorsque je vais déplacer le microphone 1 autour du haut-parleur, le long d'une même sphère, c'est-à-dire à rayon constant, on constate, quel que soit le point sur la sphère, l'oscillogramme du microphone 1 garde les mêmes propriétés. Donc, ce qui montre que le son est une onde à 3 dimensions. Donc, l'onde sonore ou bien le son émis par une source ponctuelle qui est le haut-parleur dans notre cas est une onde progressive sphérique à 3 dimensions caractérisée par une double périodicité comme tous les ondes, une période spatiale lambda et une période temporelle t.
Donc, prenons donc la longueur du déplacement du microphone 2 par rapport au microphone 1, au bout de laquelle le décalage horaire est delta t égale t sur 2. On aura la distance d, v fois delta t, avec delta t, t sur 2. Or, v fois t, c'est lambda. Donc, la distance d, c'est lambda sur 2. C'est-à-dire, lorsque le décalage horaire delta t égale une demi-période temporelle, la distance, c'est une demi-période spatiale lambda. Donc, le déphasage est alors peut se calculer par delta phi égale oméga delta t. Avec oméga, c'est 2 pi sur t. Simplifions par 2 et par t, on obtient le déphasage égale pi radian. Donc, les deux oscillogrammes 1 et 2 sont en opposition de phase que nous avons obtenue sur l'écran de notre oscilloscope. Maintenant, la longueur du déplacement du microphone 2 par rapport au microphone 1, au bout de laquelle le décalage horaire est delta t égale t. Et d égale de la même manière, v fois delta t avec delta t dans notre cas égale à t, d'où on trouve la distance d égale à lambda. Donc, lorsque le décalage horaire est une période temporelle, la distance c'est une période spatiale. Le déphasage est alors par la même relation delta phi oméga delta t égale 2 pi sur t fois t. Simplifions par t, on trouve 2 pi. Donc, les deux oscillogrammes 1 et 2 sont en phase, ce qu'on observe sur notre écran de l'oscilloscope. Ainsi s'achève notre cours. On va passer à quelques applications. Première application, à l'extrémité S d'une lame vibrante, sinusoïdalement à la fréquence n, on attache une corde élastique de longueur infinie. Elle est le siège d'une onde progressive transversale non amortie de célérité v. La figure ci-dessous. Donc, la figure ci-dessous montre deux courbes 1 et 2. L'une représente le diagramme du mouvement d'un point M1 d'abscisse X1 dans le repère SI et l'autre donne l'aspect de la corde à la date T0. On donne les échelles des abscisses 1 carreau 0,01 seconde et 1 carreau 10 cm. Premièrement, montrer que la courbe 1 représente le diagramme du mouvement du point M1. Petit 2, déduire de ces deux courbes la période temporelle T, la fréquence N, la longueur d'onde lambda et l'amplitude A des vibrations. Troisièmement, petit a, montrer que la célérité de propagation de l'onde a pour valeur V égale 10 mètres seconde moins 1. Petit b, déterminer l'abscisse X1 et l'instant T0. Quatrièmement, le mouvement de S débute son mouvement à l'origine des dates T égale à 0. Petit a, déterminer l'équation horaire du mouvement de la source S. Petit b, en déduire Ym1 de t, celle du mouvement du point M1. Petit c, comparer l'état vibratoire du point M1 par rapport à la source S. Cinquièmement, déterminer graphiquement le nombre et les abscisses des points qui vibrent en opposition de phase avec la source S à l'instant T0. Sixièmement, on éclaire la corde avec un stroboscope à fréquence NE variable. Qu'observe-t-on pour NE 50 Hz, NE 49 Hz et NE 51 Hz? Donc, revenons à la première question. Donc, montrer que la courbe 1 représente le diagramme du mouvement du point M1. Donc, pour montrer que la courbe 1 représente le diagramme du mouvement du point M1, il suffit d'énoncer le principe de propagation qui nous dit le point M1 reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard de temps θ1. Donc, on a, si vous voulez, d'après le principe de propagation, le point M1 reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard θ1 égale x1 sur v. Donc, la courbe 1 représente le diagramme du mouvement du point M1. Et par la suite, la courbe 2 traduit l'aspect de la corde à l'instant de date T0. Donc, puisque diagramme de mouvement
du point M1, c'est la courbe Y en fonction du temps. Et la courbe 2, l'aspect de la carte à T0, donc la courbe Y en fonction de X. Deuxièmement, déduire de ces deux courbes la période temporelle T, la fréquence N, la longueur d'onde lambda et l'amplitude A des vibrations. Pour déterminer la période temporelle T, on s'intéresse à la courbe 1, Y en fonction du temps. Donc, d'après la courbe 1, cet intervalle correspond donc à une période temporelle D, qui est 1 carreau, 2 carreaux, avec l'échelle 1 carreau 0,01 secondes. Donc, T égale 2 fois 0,01, c'est 2 10 moins 2 secondes. Maintenant, pour la fréquence N, on a N égale 1 sur T, avec T égale 2 10 moins 2 secondes. Donc, la fréquence N, c'est 50 Hz. Maintenant, pour la longueur d'onde lambda, on s'intéresse à la courbe 2. Donc, d'après la courbe 2, on a cet intervalle qui correspond à la longueur d'onde lambda. De même, on a 2 carreaux. Chaque carreau, c'est 10 cm, d'où lambda égale 2 fois 10 10 à la puissance moins 2 mètres égale à 0,2 mètres. Finalement, pour l'amplitude A, on peut considérer ou bien la première courbe, ou bien la deuxième courbe, qui est égale, d'après la courbe, de 10 à la puissance moins 3 mètres. Troisièmement, petit a, montrer que la célérité de propagation de l'onde a pour valeur V égale 10 mètres seconde moins 1. On a déjà lambda et T. On a la relation lambda V fois T égale V sur N. Donc, V égale lambda N. Avec lambda, on a déterminé 0,2 mètres, N 50. Donc, on trouve la célérité de propagation V, 10 mètres seconde moins 1. Petit b, déterminer l'abscisse X1 et l'instant T0. Maintenant, on a la courbe 1 YM1 de T et la courbe 2 YX à l'instant T0. Donc, la courbe 1, si vous voulez, Y en fonction du temps, la courbe 1 Y en fonction du temps, pardon, et la courbe 2 Y en fonction de X. Pour déterminer l'abscisse X1, on va s'intéresser à la courbe 1. Mais on ne peut pas déterminer directement X1 puisque c'est une courbe Y en fonction du temps. Mais en déterminant le retard de temps θ1, on peut en déduire X1 puisque X1 égale à V fois θ1. Pour déterminer maintenant l'instant T0, on va s'intéresser à la courbe 2. On ne peut pas déterminer directement l'instant T0 puisque c'est une courbe Y en fonction de X, mais en déterminant XF, on peut déduire T0 puisqu'on a XF égale V fois T0. On aura alors, donc le retard c'est 2,5 T puisque une période c'est 2 carreaux, on a 2 carreaux et 1 carreau, c'est 2,5 T. On a XF 3 lambda, 2 lambda et 3 lambda. Donc d'après la courbe 1, on a alors θ égale à 2,5 T égale, on a 1 carreau, 2, 3, 4 et 5, 5 carreaux fois 0,01 d'après l'échelle. Donc θ1 égale 5 10 moins 2 secondes. Donc on peut déduire X1 égale V fois θ1. On a V 10 et θ1 5 10 à la puissance moins 2, d'où on obtient l'abscisse X1 qu'on cherche, 0,5 mètres. Maintenant, d'après la courbe 2, on a XF 3 lambda. Avec XF V fois T0, on peut déduire T0 XF sur V avec XF 3 lambda. Or, lambda sur V, ce n'est autre que la période temporelle T. Donc, égale 3 fois 2 10 moins 2, on trouve T0 égale 6 10 à la puissance moins 2 secondes. Quatrièmement, le mouvement de S débute son mouvement à l'origine des dates T0,
t égale à 0 pardon, secondes. Petit a, déterminer l'équation horaire du mouvement de la source S. On a à nous l'équation horaire du point M1, la courbe YM1 de t, comme suit. D'après le principe de propagation, on a le point M1 reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard de temps θ1. Donc, pour représenter le diagramme de mouvement de la source S, il suffit de translater selon l'axe de temps et dans le sens négatif, YM1 de θ égale à 2,5 t. Donc, on a θ1 égale 2,5 t. Donc, d'après le principe de propagation, on a dit, puisque le point M1 reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard θ1 égale à 2,5 t. Donc, pour représenter le diagramme du mouvement de la source S, il suffit de translater celui de M1 selon l'axe des temps et dans le sens négatif de θ1 égale 2,5 t. En faisant la translation, on obtient la courbe YS de t. Maintenant, on va utiliser cette courbe pour écrire l'équation horaire de la source. Donc, la courbe de l'élongation de la source, c'est une fonction sinusoïdale qui s'écrit dans le cas général YS de t égale A sinus oméga t plus phi s, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, d'après la courbe, on peut déterminer l'amplitude A. Donc, A égale 2 10 moins 3 mètres. On a oméga 2 pi n, on connaît n 50 Hz, donc on trouve 100 pi radians seconde moins 1. Maintenant, phi s, on va utiliser la courbe AT égale à 0, on a YS de t égale à 0 égale à 0, et de but dans le sens croissant, donc la dérivée par rapport au temps est positive, AT égale à 0. On aura les deux conditions, YS de t égale à 0 et dérivée de YS de t AT égale à 0 est positif, nous donne avec YS A sinus oméga t plus phi s, A sinus phi s égale à 0 et A oméga cos phi s est positif. Avec A et A oméga sont deux constantes positives non nulles, d'où sinus phi s égale à 0 et cosinus phi s est positif, d'où phi s égale à 0. Donc, l'équation horaire finalement de la source s'écrit 2 10 moins 3 sinus 100 pi t, quel que soit t supérieur ou égal à 0, avec YS en mètres et t en secondes. Petit b, on déduire YM1 de t, celle du mouvement du point M1. Donc, pour en déduire, si vous voulez, YM1 de t, on a toujours le rapport x1 sur lambda égale θ1 sur t avec θ1 2,5 t en simplifiant par t, le rapport égale à 2,5. Donc, d'après le principe de propagation, on a YM1 de t égale YS de t moins θ1. Donc, pour écrire l'équation horaire du point M1, il suffit de remplacer dans l'équation horaire de la source t par t moins θ1. On aura alors Ym1 de t égale Ys de t moins θ1. Donc, A sinus oméga t moins θ1 plus phi s. En développant ces deux termes, on aura A sinus oméga t moins oméga θ1 plus phi s, avec oméga égale 2 pi sur t. On a θ1 égale 2,5 t. Simplifiant par t, il reste 2,5 fois 2, c'est 5, donc c'est moins 5 pi. Donc, avec phi s égale à 0, on aura A sinus oméga t moins 5 pi plus 0. Avec moins 5 pi, je peux écrire comme étant moins 4 pi moins pi. Or, moins 4 pi, c'est 2 k pi. Donc, Ym1 de t égale A sinus oméga t moins pi. Or, moins pi, c'est la même chose que pi. Donc, on a l'amplitude oméga, d'où l'expression finale de l'élongation du point M1, Ym1 de t, 2 10 moins 3 sinus 100 pi t plus pi, quel que soit t supérieur ou égal à θ1, 2,5 t.
Ym1 de t égale à 0 pour t inférieur à θ1 égale à 2,5. Bien sûr, les unités Ym1 en mètres et t en secondes. Petit c, comparer l'état vibratoire du point M1 par rapport à la source S. Pour comparer l'état vibratoire de M1 par rapport à la source S, il suffit de déterminer le déphasage entre ces deux points. On a, si vous voulez, l'équation de la source, l'équation du point M1. On a phi S égale à 0 et phi M1 égale à pi. Donc, le déphasage, delta phi égale phi M1 moins phi S égale à pi moins 0 égale à pi radian. Puisque le déphasage est pi radian, donc je peux dire que le point M1 vibre en opposition de phase par rapport à la source S. Maintenant, on peut comparer l'état vibratoire de M1 par rapport à la source S en, si vous voulez, se basant sur delta X. Donc, ou bien delta X égale X du point M1 moins XS. Or, X de point M1, on a noté par X1. XS, c'est la source, donc égale à 0. Donc, il reste X1. Or, X1, on a déjà déterminé ces 0,5 mètres que je peux écrire sous la forme 2,5 fois 0,2. Avec 0,2, c'est lambda. Donc, on trouve 2,5 lambda qui peut s'écrire sous la forme de 2 lambda plus 0,5 lambda. Donc, c'est-à-dire 2 lambda plus lambda sur 2. Si je peux mettre lambda en facteur, je trouve 2 plus 1 demi lambda qui s'écrit de la forme k plus 1 demi lambda. Or, lorsque delta x égale k plus 1 demi lambda, je peux conclure que le point M1 vibre en opposition de phase par rapport à la source S. Maintenant, je peux déterminer aussi le déphasage delta phi en utilisant les courbes de M1 et de S. On a le décalage horaire, c'est T sur 2, avec delta phi égale oméga delta T. Oméga, c'est 2pi sur T, et delta T, dans notre cas, égale T sur 2. Simplifiant par T et par 2, on trouve delta phi égale à pi radian, d'où M1 vibre en opposition de phase par rapport à la source S. Cinquièmement, déterminer graphiquement le nombre et les abscisses des points de la corde qui vibrent en opposition de phase par rapport à la source S à l'instant T0. Donc, on a l'aspect de la corde à l'instant T0. Donc, les points qui vibrent en opposition de phase par rapport à la source S correspondent à xk égale k plus 1 demi lambda, que je peux noter k lambda plus lambda sur 2. D'accord? Donc, c'est une formule de cours, bien sûr. Avec xk inférieur à xf, puisque pour x supérieur à xf, ces points sont en état de repos, ne vibrent pas. Maintenant, si je vais prendre le cas où k égale à 0, donc on trouve lambda sur 2, k égale à 1, lambda plus lambda sur 2, 3 demi lambda, k égale à 2, 2 lambda plus lambda sur 2, si vous voulez 5 demi lambda. Faites attention, je ne peux pas prendre k égale à 3, puisque pour k égale 3, on trouve 3 lambda plus lambda sur 2, c'est supérieur à xf. Donc, on a pour k égale à 0, x0 par exemple lambda sur 2, k égale à 1, x1 lambda plus lambda sur 2, c'est 3 demi lambda, et k égale à 2, x2, 2 lambda plus lambda sur 2, c'est 5 demi lambda. Donc, on a la source. Donc, pour k égale à 0, donc on a lambda sur 2. Voilà, donc lambda, ce premier point, je vais l'appeler par exemple M1, d'abscisse x1 lambda sur 2. Deuxième point, k égale à 1, lambda sur 2 plus lambda, on a déjà lambda sur 2, j'ajoute lambda pour trouver le deuxième point M2. Maintenant, pour k égale à 2, lambda sur 2 plus 2 lambda, lambda sur 2, lambda et 2 lambda pour trouver le troisième point, je vais appeler M3. Donc, les trois points M1, M2 et M3
d'abscisse respective xm1 égale lambda sur 2 égale à 0,1 mètre, puisque lambda égale à 0,2 mètre, xm2 3 demi-lambda égale 0,3 mètre, et xm3 5 demi-lambda égale à 0,5 mètre, vibrent en opposition de phase par rapport à la source S à l'instant t0. Maintenant, on a répondu à la question graphiquement. Comme remarque, si vous voulez, je peux déterminer analytiquement ces 3 points. Donc, les points de la corde vibrant en opposition de phase par rapport à la source S à l'instant t0 vérifient, si vous voulez, la relation xk, k plus 1 demi-lambda avec k appartenant à n et xk, bien sûr, entre 0 et xf. Dans notre cas, xf égale 3 lambda. On va remplacer l'expression de xk, simplifiant par lambda de part et d'autre. Voilà. Mettons un demi de part et d'autre. On trouve k entre moins 0,5 et 2,5. Les valeurs antinaturelles entre moins 0,5 et 2,5 sont 0, 1 et 2. Revenons à notre relation. Remplaçons k par 0, 1 et 2. On obtient ce tableau. Pour k égale à 0, on trouve lambda sur 2. K égale à 1, lambda plus lambda sur 2, c'est 3 demi-lambda. Et k égale à 2, on trouve 5 demi-lambda. D'où il existe 3 points de la corde, M1, M2 et M3, d'abscisse respective xm1 lambda sur 2, xm2 3 demi-lambda et xm3 5 demi-lambda qui vibrent en opposition de phase par rapport à la source S à l'instant t0. Sixièmement, on éclaire la corde avec un stroboscope à fréquence NE variable qu'observe-t-on pour NE 50 Hz, NE 49 Hz et NE 51 Hz. On a, si vous voulez, la relation de cours TE égale à P fois T ou bien P fois NE égale N. Donc, P égale N sur NE. Donc, premier cas pour NE 50 Hz, on aura P N sur NE 50 sur 50, c'est 1. Donc, c'est un entier naturel. Donc, je peux conclure pour NE 50 Hz, la corde paraît sous forme d'une sinusoïde immobile. Deuxième cas, NE 49 Hz. De la même manière, N sur NE nous donne 1,02, légèrement supérieur à 1. Donc, PNE légèrement inférieur à N. Dans ce cas, la corde paraît sous forme d'une sinusoïde qui avance lentement dans le sens réel de propagation de l'onde. Finalement, pour NE 51 Hz, on a N sur NE égale 0,98, légèrement inférieur à 1, donc PNE légèrement supérieur à N. Dans ce cas, la corde paraît sous forme d'une sinusoïde qui avance lentement dans le sens inverse au sens réel de propagation de l'onde. Ainsi s'achève notre cours. Merci pour votre attention. Je vous conseille de bien réviser le premier et le deuxième trimestre et surtout restez chez vous. Bonne chance pour le bac.